Ça va, bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conf Laissez-moi Dev. Donc avec Cyril, on ne va pas faire un plaidoyer contre les devs, on vous rassure, mais toute ressemblance avec des personnes que vous pourriez reconnaître est totalement voulue. Alors. Ah, ça commence. Ah, c'est parce que j'ai pas le focus sur la presse. Ah oui, d'accord. Ok. Non, je sais pas ce qui se passe. Le petit que tu fais. Sinon, je clique. Hein. Tu cliques. Allez, ouais. Alors, merci aux sponsors justement qui nous permettent d'avoir cette journée ensemble. Voilà, donc on va pouvoir vous présenter notre fabuleux sujet Laissez-moi Dev. Qui sommes-nous avec Stéphane? On travaille chez OnePoint. Enfin, je travaille chez OnePoint et je suis Digital Factory Manager. Donc, j'ai 10 ans à peu près d'agilité. J'ai commencé chef de projet, Scrum Master à l'échelle. Je faisais de la formation aussi agile. Donc, voilà, on a pas mal de background. Ouais, et puis moi, Stéphane Boucheron, chez OnePoint depuis 7 ans. Et gros parcours aussi dans l'agilité, Scrum Master et PO. Et formateur aussi agile. Et c'est ma première conf. Un peu stressé, mais bon. Alors, pourquoi cette conf? Donc en fait, avec Cyril, on a, comme il vous a dit, on a pas mal d'expérience dans le management d'équipe, cycle en V, parce qu'on est un peu vieux quand même aussi, et agilité, donc Scrum notamment, mais pas que. Et on voulait s'arrêter avec vous un moment pour voir un petit peu quelles étaient les problématiques, les douleurs que les équipes de dev pouvaient rencontrer dans leur quotidien, dans des contextes agiles, et voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme levier pour essayer de mettre un peu d'harmonie dans ces équipes de dev et vous faire repartir avec peut-être une trousse à pharmacie. Alors notre promesse de valeur, justement, c'est ces retours d'expérience concrets. Hein. En plus, on a travaillé ensemble, donc on a vécu des expériences similaires. Voilà, ça va être déjà la première valeur. Et puis on va aussi faire un petit peu une étude scientifique avec un petit sondage. Non, c'est pas une étude scientifique, on n'est pas des professeurs, hein, loin de là, donc on va arrêter de se la péter un peu. Non mais là il y a le public, Stéphane, c'est le jour J là. Ouais. Donc voilà, on a aussi été chercher un petit peu des feedbacks extérieurs, un petit peu à nos expériences pour voir si nos expériences étaient justement faisaient sens à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et voilà, rassurez-vous, on est bien aligné avec les expériences de tout le monde, quoi. Et voilà, notre objectif, c'est d'améliorer les interactions entre les individus, essayer de mieux travailler ensemble, dans le bien-être, la bienveillance, on en parlait ce matin, donc on est complètement dans les sujets, on est au bon endroit. Au menu, on a concocté une petite enquête en amont de notre conf, donc on va vous la partager. Ensuite, on va vous parler des constats, des problématiques qui sont un peu issus de notre expérience de Cyril et moi, et aussi agrémentés par les résultats de l'enquête. Après, on va parler plutôt des facteurs et des leviers pour pouvoir essayer de gommer toutes ces problématiques-là. Et en conclusion, on finira par une question qui est: est-ce que selon vous, Scrum est-il coupable de tous ces maux? On finira un peu là-dessus. Premier temps, donc l'enquête, le fameux sondage. Donc en fait, on a posté des sondages à nos collègues au sein de nos ESN, voilà, avec qui on avait travaillé, et puis ceux avec qui on n'avait pas travaillé aussi. Puis on l'a aussi poussé sur LinkedIn pour essayer d'aller chercher des gens un peu différents sur nos réseaux sociaux, etc., pour essayer d'étayer un petit peu nos propos. On a récolté 106 sondages, voilà, qui représentent une certaine valeur quand même à nos yeux. Et voilà, on vous partage les questions qu'on leur a posées et les réponses qu'on a pu avoir. Donc la première thématique, donc on a classé ça en 3 thématiques. La première thématique de notre enquête, c'était autour du cadre Scrum et autour de 4 questions. Donc on n'a pas mis toutes les questions qu'on a posées, on a vraiment récupéré celles qui nous paraissaient les plus importantes dans le cadre de cette conférence. Donc les 4 questions étaient: est-ce que, selon vous, en tant que développeur, vous avez de la place pour de l'innovation, de la veille, de l'amélioration des pratiques? Donc là, globalement, c'est quand même un gros non à 90%. Très peu de temps pour l'innovation et de la veille. Deuxième question, c'était: est-ce que, selon vous, le rythme est adapté pour délivrer de la valeur et de la qualité plutôt que d'être productif et de délivrer à outrance beaucoup de choses? Donc là, c'est plutôt un non. C'est un tiers de personnes qui ont répondu non, le rythme n'était pas soutenable. Troisième question, c'est: est-ce que, selon vous, en tant que développeur, pareil, vous estimez
pouvoir vous organiser librement pour penser, délivrer et réaliser les fonctionnalités du sprint. Donc là, globalement, pareil, les personnes ont répondu un tiers, non, pas trop d'auto-organisation. Quatrième question, c'est est-ce que selon vous, le travail est pensé et réalisé de manière simple? Donc là, à contrario, c'est 2 tiers des personnes ont répondu non, on n'est pas vraiment dans le keep it simple, quoi. Ça montre globalement, en tout cas selon nous, que le cadre finalement agile est quand même encore assez perfectible et que souvent les équipes elles subissent un peu le poids de l'orga du client et ça va amener potentiellement un peu de pression sur des enjeux de productivité, des enjeux planning, parfois un PO qui peut rajouter un peu de pression aussi et ramener un peu plus d'engagement auprès des équipes. Donc tout ça, ça fait qu'on a un rythme qui n'est pas forcément tout le temps équilibré, qu'il n'y a pas de la place pour de l'auto-organisation. Et alors, du coup, par un effet boule de neige, il n'y a pas du tout de place pour faire de l'innovation ou de la veille. Et si on rajoute à ça une tendance un peu fâcheuse qu'on a tous de réinventer la roue parfois, donc de pas être dans le pragmatisme à outrance et de se servir des choses qui existent, voilà, on est dans des cadres qui ne sont pas forcément simples. La deuxième partie du sondage, c'était sur la place des réunions. On va essayer un peu de questionner nos sondés sur les temps qui passent en réunion. La première question autour de la daily, parce qu'on fait tous des réunions, on était dans des équipes Scrum. Est-ce que la daily vous est bénéfique? Voilà, on a quand même eu une personne sur 4 qui trouvait que la daily n'apportait pas sa valeur. La deuxième question autour des réunions, est-ce qu'elles vous permettent de mieux travailler ensemble? Qui est quand même un objectif un peu de la réunion, réaliser certains objectifs et travailler tous ensemble. Et finalement, on a quand même eu une personne sur 3 qui trouvait que ça ne permettait pas d'atteindre les résultats au niveau de la réunion. C'est dommage, la réunion qui est normalement un temps que les entreprises souvent trouvent qui coûte cher, puisqu'on est beaucoup autour de la table, et finalement à la fin, ça ne permet pas de mieux travailler ensemble. La troisième question autour des objectifs d'équipe, est-ce que le fait qu'il y ait des réunions de travail régulières, ritualisées, des routines, est-ce que ça nuit aux objectifs d'équipe, finalement pour les équipes Scrum, on parlera des objectifs d'itération par exemple, oui, ça nuit plutôt aux objectifs. Voilà, une personne sur 2 trouvait qu'il se trouvait un peu pénalisé sur les objectifs d'équipe. Voilà. Est-ce que c'est un problème culturel par rapport au manifeste entre les interactions, les individus, la collaboration avec les clients, tous ces valeurs du manifeste qui permettent justement, qui mettent en avant qu'il faut collaborer ensemble et échanger ensemble. Est-ce que c'est un problème culturel, un problème de mauvaise utilisation de l'outil de la réunion? Je pense qu'on est un petit peu sur tous ces aspects-là. Et voilà, ça nuit aux objectifs, malheureusement. Et ensuite, y a-t-il trop de réunions? On a eu un 50-50, voilà. Je pense que vous avez tous rencontré des collègues qui ont remonté en rétrospective qu'il y a trop de réunions dans l'équipe, ce qui surprend toujours pour un Scrum Master qui cherche à ce que l'équipe travaille de manière efficiente. Les facteurs de réunion inutiles, ils sont un petit peu multiples. Voilà, ça peut être le fait qu'il n'y ait pas d'ordre du jour, des mauvais ciblages de participants. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les réunions sans plan d'action, les réunions mal cadrées, etc. Donc attention à vos réunions pour qu'elles apportent la valeur et le bénéfice escompté. Ça se prépare une réunion en fait. Yes. Troisième thématique et la dernière de l'enquête, c'était autour des activités du dev. Donc là en fait on voulait surtout axer sur la partie contribution de bout en bout qu'on attend un peu finalement des équipiers dev dans des contextes agiles. La première question, c'était est-ce que, selon vous, pareil en tant que développeur, vous avez l'impression que la distinction des rôles qu'il peut y avoir dans des équipes, donc on parle d'un BA, de testeur, d'architecte, de développeur, plutôt de personnes côté Ops, et en fait on leur pose la question si cette distinction, elle pouvait avoir un impact négatif sur la contribution de bout en bout, de la partie conception jusqu'à la partie deploy par exemple. Ils ont plutôt répondu non en majorité. Et après, quand on creuse un petit peu sur concrètement qu'est-ce que, en tant que dev, vous vous êtes amené à faire en tant qu'activité dans du Scrum ou dans des itérations agiles, globalement, on voit qu'on n'est pas du tout dans le bout en bout. Et là, le graphe, en fait, il monte. Alors,
plus c'est rouge foncé et moins le développeur fait cette activité-là. Et plus c'est bleu foncé et plus le développeur fait l'activité. Donc on voit que globalement, l'activité du dev principal, forcément, c'est de faire de la conception, du dev, un peu de build, un peu de deploy. Mais globalement, tout ce qui est vraiment très en amont et très en aval, c'est de moins en moins. Donc on est assez loin de la contribution de bout en bout. C'est juste un constat comme ça. Et donc il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Il y a l'appétence finalement des devs pour faire du dev et de la conception. Il y a des choix de trajectoire aussi en termes d'expertise, c'est normal. Puis il y a aussi des choix d'organisation du client qui font que les rôles sont très cloisonnés. On est peut-être très loin du DevOps. Et souvent, on a tous connu des équipes Scrum avec un ou deux BA, des UX. C'est la vraie vie, c'est comme ça. Mais voilà. Donc, la contribution de bout en bout, malgré tout, elle n'est pas forcément présente. Vas-y. Alors la suite de notre conf, ça va être par rapport à ce constat des enquêtes, c'est de voir un peu quelles sont les problématiques et les impacts que ça induit. Donc on a ciblé plusieurs problématiques essentielles qu'on va vous partager et derrière, quels sont les facteurs et les leviers qu'on a jugé intéressants d'actionner. Alors pour ça, on vous avait prévu 5 problématiques qu'on vous présente avec des petites illustrations tout simples. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Bon, le saut était un peu faible, mais c'est bon. Stéphane, c'est le refinement supplémentaire pour préparer le planning de lundi. Tu viens? Refinement supplémentaire, on l'a déjà fait avant-hier. C'est bon, non? Oui, on a besoin là. Pour être c'est prêt. pas comme ça qu'on va faire le sprint. Qui a déjà vécu cette situation? Ah, la dernière semaine de sprint notamment, qui est souvent un rush un petit peu, voilà. Donc en fait, cette situation, ce problème-là, je passe trop de temps en réunion, en effet, ce ressenti, il peut être avéré ou ça peut être plutôt subjectif, mais voilà, les devs ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps pour travailler, développer sur les objectifs du sprint. Ça nuit un petit peu à la logique de Scrum qui se dit qu'il faut être focus sur les objectifs de sprint, etc. Et la maîtrise peut-être difficile du framework finalement ne facilite pas justement le fait de pouvoir être focus sur toute la durée du sprint. C'est timeboxé et c'est très exigeant finalement. Hein. Donc ça installe une certaine fatigabilité au niveau des équipes. Ce rythme incessant qui se répète et cet effet rush de fin de sprint qui est aussi fatigant. On a tous fini certains sprints un peu tardivement pour essayer d'avoir quelque chose à montrer justement à la review au client, au PO qui est présent. Deuxième problématique. Donc là, c'est je ne comprends pas ma place dans la réunion ou l'objectif des réunions. Illustration. Alors, je refais le dev encore. Bah oui. Stéphane, je t'ai convié avec les lead tech pour étudier la meilleure solution autour de notre nouveau besoin là, sur le gros sujet. Vous rappelez de ça, hein, le gros sujet qui arrive là, pour le prochain sprint sur l'écran d'administration. On y va? Ouais, je suis en train de faire dev. Tu veux vraiment que je vienne? Tu as déjà les lead tech avec toi, non? Bah ouais, mais bon, on y va quoi. Enfin, vas-y, ouais, on a besoin de toi aussi sur ce sujet. Ok, j'arrive. Bon, pareil, est-ce que, parmi certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ce genre de situation? Oui, un petit peu. Ok. Bon, là, on voit concrètement l'illustration d'un dev qui ne comprend pas pourquoi il est convié à un atelier de conception. Parce que, bon, il dit finalement, le lead tech a été invité, il va gérer. Donc là, on est typiquement dans je ne comprends pas ma place dans les réunions, qu'est-ce que je viens faire, et en quoi je peux être amené à contribuer. Quelle est ma place finalement? Donc, les impacts que ressentent les développeurs par rapport à ce genre de situation, c'est finalement je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Ça peut me démotiver également parce que du coup, on me convie des ateliers, je ne vois pas qu'est-ce que je vais pouvoir contribuer. Donc ça va pas me donner envie d'être plus dispo pour d'autres ateliers parce que quelque part, je ne vois pas l'intérêt de ces ateliers et en quoi je vais pouvoir contribuer parce que pour moi, il y a des sachants qui sont là
et finalement, il n'y a pas besoin que tout le monde soit mis dans la boucle. Et finalement, l'autre impact un peu plus rotor qui derrière, c'est j'ai pas envie de m'investir finalement dans l'orga de l'équipe. Et voilà globalement les impacts autour de cette problématique. Troisième problématique. Troisième problématique, je n'ai pas envie d'étendre mon activité au-delà du dev et faire des études de la conception, du test, du deploy, voire même du support. Mise en scène. Deux casquettes. À toi. Non, c'est toi. Ah bon non. C'est moi. Merde. Non, t'as raison. Excuse-moi. Alors. Agilité. Je me trompe de. Merdouille. Ça peut pas marcher là, son truc sur le bouton là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci encore? Bah ouais, sur l'US 1, 2, 3 là que je suis en train de dev là, il y a une règle de gestion qui peut pas marcher là. Ouais, de toute façon, tu vois le PO demain, non pour, hein. Ouais, ok. Alors cette petite mise en scène, avant que je me demande qui a déjà vécu ça, voilà, finalement Stéphane se repose sur le Scrum Master pour aller voir le PO, quoi. Pourquoi ne va-t-il pas directement parler avec lui pour essayer un petit peu de traiter le problème à chaud et puis éviter de perdre du temps, hein. On attendra demain. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un peu cette situation où finalement on manque un petit peu de rapidité dans la mise en œuvre. De proactivité, ouais. Finalement, on reporte un petit peu à plus tard ce qui pourrait être fait le jour même. Cette situation, finalement, elle génère plusieurs impacts, hein. Donc, voilà, c'est des gens qui restent cantonnés un petit peu à leur silo de compétences techniques. Et voilà, bon, c'est le Scrum Master qui en parlera avec le PO, ça sera très bien. Ça induit des problèmes et des interférences un peu sur les interactions. Ça nuit à la rapidité de mise en œuvre. Et voilà, ça peut être je fais ce qu'on me dit et je challenge peu ce qu'on me demande. La personne délègue complètement cette partie-là à un autre profil, quoi. Quatrième problématique, avant-dernière. Donc là, je suis responsable de mon travail, mon dev, mon commit, et chacun sa merde. En gros. Illustration. Mais c'est quoi ce bug là encore là? Stéphane, là, ça a été codé avec les pieds encore ce truc là. Je sais pas si tu as vu, les gars, vous avez vu le ticket d'anneau 4401 non, sur la page de recherche? Pas vu, non, c'est quoi? C'est la page de recherche. C'est Ghislain qui a touché le dernier à cette page. Il regardera. Hein. Oui, mais Cyril, tu sais que Ghislain, il est en vacances là. Il revient que lundi prochain. Bon, de toute façon, il y a un autre ticket là, j'ai vu dans le backlog. Je vais prendre le suivre. Bon. Là, on voit, c'est quelqu'un qui se dédouane totalement des responsabilités collectives, des engagements. En gros, il a vu un bug, mais il dit, c'est l'autre gars qui va revenir de vacances qui va le traiter. Et le gars, ça n'intéresse pas de prendre des sujets qui ne sont pas de son périmètre ou qui ne l'intéressent pas, typiquement. Est-ce que ça, c'est des situations que vous avez déjà rencontrées personnellement dans vos équipes? Oui. Mon bac là, on est vraiment sur le cas du l'individualisme un peu exacerbé. Donc, en gros, le chacun sa merde. Donc, je deviens individualiste. Je ne pense plus collectif. Je ne suis plus solidaire de mes collègues. Ouais, mais c'est trop loin pour mes yeux. Et je me déresponsabilise de mes engagements collectifs. Il y a un truc aussi que ça amène comme effet, c'est que souvent, ces personnes-là qui peuvent être un peu individualistes, ils aiment bien qu'on se faire mousser aussi. Donc, ils vont faire valoir un petit peu leur travail vis-à-vis du travail des autres. Donc, ça accentue cet effet très individualiste des choses, plutôt que de penser collectif. Et globalement, ça amène aussi une perte de confiance vis-à-vis des collègues sur cette personne-là. Dernière problématique. Dernière problématique. Je n'aime pas juger, challenger mes collègues et j'ai du mal à donner mon avis. Hein. Je me sens pas tout à fait légitime. Toi, t'es dev. Je suis dev. Ouais. Ok. J'ai trouvé que c'était un sprint. Alors, c'est illustration, on est en rétro. On est en rétrospective. On est en rétro. Alors, j'ai trouvé que c'était un sprint quand même bien foireux. Hein. On s'est loupé sur l'implémentation du web service, alors que c'était quand même l'objectif du sprint. Voilà. Ok, merci Cyril.
Et toi, Ghislain, qui a travaillé aussi sur le périmètre, tu ne t'es pas exprimé encore, tu en penses quoi? Pas vraiment d'avis. Non, non. Ah, bien, bien. Pas plus. Pas plus. Bah, merci de ta contribution, Ghislain. Et bah, tu passes la parole à qui tu veux. Ok, c'est l'heure d'aller manger. Est-ce que vous avez déjà vécu ça en rétrospective finalement, toute l'équipe ne s'aligne pas forcément sur des constats qui brûlent les yeux d'une certaine manière. Et voilà, on sent qu'il n'y a pas la prise collective à ce genre de situation. C'est des choses que vous avez déjà vécues certainement. Voilà, donc les impacts que ça peut générer, si je donne pas mon avis, je peux me décrédibiliser vis-à-vis des collègues. Voilà, parce que finalement, par rapport à ceux qui osent parler des choses, on reste en retrait. Individuellement, pour la personne, elle peut se sentir inutile. Grosso modo, dans la durée, avec ce genre de personnalité, ça peut aussi finir par agacer des autres. Qui sont différents, quoi, qui cherchent à améliorer les choses. Et puis voilà. Et puis il y a Ghislain, lui, il prend pas trop la parole, il prend pas trop de risques, il ne s'expose pas trop, quoi. Voilà pour les problématiques. Ouais. Et maintenant, vous allez voir un petit peu les solutions et les leviers qu'on a identifiés pour ces problématiques. Ils sont de 4 ordres. Donc voilà, il y a des facteurs et solutions autour du cadre, de la culture, de l'individu et du collectif. Et durant cet exercice, on va essayer de vous donner aussi, construire cette toolbox un petit peu qui va vous permettre d'essayer d'améliorer les relations et les interactions au niveau de la Scrum Team. Yes. Alors, au niveau du cadre, donc, on a identifié 4 principaux facteurs finalement. Le premier, c'est par rapport au surengagement de l'équipe. Ça peut être un surengagement totalement interne, l'équipe a du mal à maîtriser son engagement, mais ça peut être aussi des effets induits par une pression du PO ou du management. On a le parasitage de l'équipe Scrum, donc c'est toutes les sollicitations externes, le bruit, tout ce que vous pouvez imaginer qui va venir parasiter l'équipe. Le cadre Scrum mal appliqué ou une organisation défaillante. Donc là, cadre Scrum mal appliqué, il y a plein d'exemples possibles. Une orga défaillante, ça peut être aussi une équipe Scrum totalement surdimensionnée avec du cloisonnage à gogo. Et le quatrième facteur, c'est le manque de pragmatisme par rapport à la théorie Scrum. Donc un exemple, ça peut être typiquement en atelier d'affinage. Plutôt que de systématiquement embarquer les 10 devs en atelier d'affinage pour discuter de tout finalement, parfois il faut peut-être faire preuve un peu de pragmatisme et on est peut-être que 3 ou 4 personnes. Voilà. En tout cas, il faut savoir un petit peu adapter par rapport au contexte. Donc ça, c'est les 4 principaux facteurs qu'on a identifiés. Et par rapport à ces facteurs-là, donc on a différents leviers qui répondent plus ou moins directement à l'ensemble. Donc le premier levier, c'est aider l'équipe à maîtriser son engagement. Donc ça, c'est un peu le rôle du Scrum Master, c'est d'être là aussi en tant que d'apporter la vigilance, que l'équipe puisse apprendre un petit peu à maîtriser son engagement au fur et à mesure. Ça passe aussi, on va voir, par un peu du coaching, du PO et du management. Ça va dans les autres leviers. Protéger l'équipe des perturbations externes. Donc ça, c'est très en lien avec le troisième levier qui est le coaching du PO et de l'écosystème. Donc le Scrum Master, il doit être toujours aussi vigilant parce que, vous savez bien, on protège l'équipe du parasitage au maximum. Mais au-delà de protéger l'équipe, il faut en permanence faire comprendre finalement à l'écosystème qui gravite autour de l'équipe que l'équipe, en fait, elle a un fonctionnement qui se suffit à elle-même. Qu'en gros, si on enlève tout l'écosystème autour de l'équipe Scrum, elle est censée, malgré tout, arriver à délivrer les choses. Il faut lui faire confiance. Donc ça, c'est quand même un travail au quotidien presque du Scrum Master. Donc coaching du PO, ça va avec, pour éviter de passer dans des modes de pression, de surengagement, que le PO vienne un peu avec ses listes de courses. Donc il y a aussi un rôle à jouer par rapport à ça. Mais inversement, le Scrum Master peut être aussi un peu junior, peut avoir besoin d'être accompagné. Donc finalement, les problématiques qu'on a vues là,
ça peut être aussi induit par un Scrum Master qui peut être un peu junior, qui n'a peut-être pas encore toutes les billes et qui a été propulsé en tant que Scrum Master un peu comme ça on en a vu. Et il ne faut pas hésiter aussi à demander l'appui d'un coaching, d'un coach agile à plus grande échelle, voire même, pourquoi pas, de se faire aider par d'autres Scrum dans des cadres de comité de pratique. Le dernier levier, c'est aider l'équipe à trouver un fonctionnement équilibré et pragmatique. Donc là, c'était l'exemple d'un atelier d'affinage où, plutôt que systématiquement on embarque tout le monde dans tous les ateliers, dans toutes les réunions, on essaie peut-être de cibler un petit peu et on implique les gens sur des choses qui les intéressent, tout en essayant de finalement propager la connaissance au maximum de personnes. Ça va amener beaucoup plus d'adhésion des équipes et des personnes sur ces ateliers-là. Tout en bas, on a mis quelques petits tips, quelques outils, coaching, Scrum Master, PO Manager. La communauté de pratique Scrum, c'est pas mal, parce que ça permet de rayonner avec d'autres équipes et de partager des bonnes pratiques par rapport à un contexte client, parce que chaque client a son contexte, et du coup, c'est bien de pouvoir s'entraider par rapport à un contexte client sur comment appliquer un cadre Scrum compte tenu du contexte. Le coach agile et les rétrospectives, évidemment, c'est un outil qu'il faut vraiment mettre en place pour permettre à ce que le cadre puisse être le plus approprié possible. Les facteurs suivants à l'échelle de la culture, ce qu'on trouve souvent, c'est qu'il y a un écart entre la fiche de mission et le rôle de developers. Souvent, on est un peu spécialisé. L'entreprise veut nous spécialiser dans un rôle dev front, dev back, QA, BA, etc. Ça, c'est un des problèmes, au niveau culturel. Il y a la connaissance aussi autour de l'agilité, la culture agile. On ne parle pas souvent assez du manifeste agile. Voilà, je pense que les fondamentaux et les bases, c'est bien. Les difficultés aussi au niveau de Scrum et de ses objectifs. Ça, Scrum, c'est léger, ça fait 15 pages, mais derrière, le pratiquer bien, l'utiliser bien, etc. Et faire apprendre aussi à l'équipe à bien l'utiliser, à bien maîtriser le cadre, c'est difficile. Et on peut aussi avoir des méconnaissances par rapport à son rôle, liées aussi peut-être à la fiche de mission de l'entreprise. Les solutions qu'on a identifiées avec Stéphane, c'est de travailler souvent avec les sales aussi pour essayer, avant l'entrée en mission, déjà de démystifier pas mal de sujets sur le rôle complet du coéquipier au sein du collectif. Voilà. Pour essayer de désiloter finalement les spécificités ou de casser peut-être des idées préconçues par rapport aux précédentes missions dans lesquelles on aurait peut-être travaillé et avec des anti-patterns finalement. Je vous mets aussi des solutions. Je parlais du manifeste agile, finalement, c'est un outil indispensable. Je ne sais pas si vous l'utilisez régulièrement, mais voilà, afficher le manifeste agile et en parler aussi avec l'équipe. Je pense que tout ça, ça permet de décloisonner les choses et travailler aussi en tant que Scrum Master, si certains d'entre vous sont Scrum Master, travailler aussi sur la maturité agile de l'équipe lors de temps de rétrospective, par exemple. Ça permet aussi d'ouvrir les esprits et de décloisonner les personnes. Il y a la partie formation, ça c'est une partie plutôt RH, il y a aussi bien travailler avec les rôles et les responsabilités au sein d'une équipe, bien travailler avec chaque personne pour essayer de comprendre c'est quoi son rôle précis pour pas qu'il y ait de mauvaise compréhension ou de rôle induit qui ne serait pas clair. Quand quelqu'un arrive dans une équipe, on n'hésite pas à parler de ça va être quoi sa mission précisément pour qu'ils comprennent bien l'étendue de ses responsabilités, quoi. On a mis 2-3 outils, c'est pareil, là, le Squad Health Check, qui est un modèle de rétrospective un petit peu, qui permet à l'équipe justement de situer ses points forts et ses qualités par rapport au delivery. Ça peut être réutilisé dans plein de situations différentes. Le modèle vient de Spotify, mais après, vous pouvez le détourner et puis remettre des dimensions qui pourraient être propres à votre contexte. N'hésitez pas à transformer les outils et les adapter à vos besoins.
La grille de maturité agile, bon, ça c'est travailler avec l'équipe finalement sur les postures, sur les valeurs du manifeste agile ou sur les valeurs de Scrum, sur les piliers de Scrum, etc. C'est une partie souvent qui est un petit peu oubliée, hein, voilà, force, focus, ouverture, respect, courage et engagement, ou la transparence, l'inspection et l'adaptation. Toutes ces valeurs-là, souvent on les oublie un peu de côté, hein, on développe le framework, etc., on enchaîne les réunions, etc. Mais finalement, qu'est-ce que ça représente ces valeurs? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de constitutif du fonctionnement de l'équipe pour bien travailler ensemble, quoi? Ça fait quoi ce que Marc a dit ce matin, la posture, les outils, voilà. Posture, ça prend ça de l'iceberg. Hein. Exactement, ouais. Il faut savoir aller chercher justement aussi les fondamentaux, la partie formation, et puis pourquoi pas des jeux de rôle, Scrum aussi, hein, voilà, durant les temps de rétrospective, des vies ma vie. Les jeux voilà, de rôle, ouais, c'est super efficace. Ouais. pour comprendre un petit peu aussi, moi je suis PO, qu'est-ce que je peux avoir besoin comme information, etc. Se projeter et se mettre à la place d'eux. Thématique autour de l'individu. Alors là, je vais passer assez vite. On l'a trouvé intéressante, c'est par rapport aux biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, pour faire un raccourci, c'est un raccourci que le cerveau peut prendre dans des situations et qui fait qu'on prend des mauvaises décisions ou on a une mauvaise interprétation d'une situation. On a tous des biais cognitifs, c'est ancré en nous. Et on a retenu ces quelques biais cognitifs. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression. Alors, qui ne connaît pas le syndrome de l'imposteur? En fait, c'est une tendance qu'on a à tous se sentir illégitime face à certaines situations. Et c'est une tendance un peu auto-entretenue. Qu'on ait des succès ou qu'on ait des échecs, ce syndrome d'illégitimité, enfin ce sentiment d'illégitimité, on va l'entretenir et c'est très compliqué de passer outre. Globalement, c'est le cadre d'un jeune qui peut arriver dans une équipe face à des lead tech un peu imposants, qui ont un peu de prestance et clairement qui savent ce qu'ils disent. La personne va avoir tendance un peu à dire de toute façon, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, je suis tout neuf, voilà. Les trois biais suivants, on peut les regrouper autour des biais un peu des syndromes d'effet de bande et les syndromes de biais un peu autour de l'effet grégaire. Donc les effets de groupe, donc biais de conformisme, biais d'affinité, biais du faux consensus. Alors pour moi, je vais surtout parler du biais de conformisme et du biais d'affinité rapidement. Le biais de conformisme, c'est le syndrome de l'effet de bande. C'est se dire, globalement, il y a un sentiment global qui se traduit dans une rétro qui est remontée, ou une orientation technique. Et en fait, les minorités vont avoir tendance à se plier à cet effet, ce sentiment un peu collectif, plutôt que de faire valoir un jugement contre, et qui pourrait être au contraire la bonne solution. Le biais d'affinité, c'est plutôt se rapprocher de personnes qui nous ressemblent. Donc en fait, c'est pareil, ça va avoir des effets finalement de se rassembler entre personnes qui fonctionnent un peu comme nous. C'est un peu des réflexes un peu normaux, sociétaux qu'on a. On est tous amis avec des gens qui sont un peu comme nous. Et ça, en fait, c'est un peu contre-productif par rapport à l'innovation, la créativité qu'on peut demander dans des équipes. Et le biais du faux consensus, c'est pareil, c'est le sentiment qu'on a qu'une personne avec qui on travaille, qui a le même profil, qui est dev Angular comme nous, qui est même tranche d'âge, qui est dans le même contexte client, en gros, elle pense comme nous. Donc ça, c'est pareil, c'est des biais qui sont assez courants. Le biais de négativité, ça va être un peu la spirale négative qu'on va entretenir. Alors ça, c'est un peu culturel aussi, franco-français. Mais du coup, on a tous tendance à mettre en avant les effets négatifs, des situations négatives, des situations d'échec. Et en fait, on entretient ce genre de spirale négative qui peut avoir beaucoup d'impacts négatifs. Et le biais d'autorité, ça va être la tendance qu'on a à se conforter auprès de personnes d'autorité. Donc le lead tech, globalement, il fait preuve d'autorité parce que c'est le sachant, il est là depuis 10 ans, il a de la bouteille, donc il a raison. En termes de leviers qu'on a identifiés, globalement, encourager les prises d'initiative. C'est-à-dire que finalement, qu'une personne soit junior, lead tech, qu'elle ait 2 ans d'expérience, 10 ans, que ce soit un alternant, il faut vraiment encourager toutes les personnes à s'exprimer pour donner leur avis, pour donner de la confiance et pour faire vraiment émerger un collectif efficace. Donc,
De la même façon, on va s'assurer que l'effet de groupe n'efface pas les avis minoritaires. Donc ça va avec encourager les prises d'initiative individuelles. On va aussi favoriser la diversité des profils. Donc les meilleurs collectifs, ce sont les collectifs où il y a le plus de diversité en termes de parcours, en termes de maturité, en termes d'âge, en termes vraiment d'horizon. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient en reconversion, qui avaient fait du marketing, de la banque, et qui étaient arrivés en tant que BA ou dev dans nos contextes. Et en fait, c'est génial, parce qu'en fait, on n'a pas tous été formatés dans des écoles d'ingénieurs, on vient d'horizons différents, et c'est là que vraiment toute la richesse du collectif et qu'on a la créativité et l'innovation. Mettre en avant les succès de l'équipe, et pas que les problèmes, et instaurer une sûreté psychologique. Donc c'est pareil, ça c'est un peu aussi le rôle du Scrum, c'est de pouvoir mettre en place un cadre le plus bienveillant et le plus propice pour que vraiment chacun puisse s'exprimer en toute confiance. Par rapport à la sûreté psychologique, il y a le Safety Check qui est un outil qui est assez puissant et qui est vraiment un truc qu'on vous recommande parce que ce sont des choses que souvent on occulte un petit peu. On a fait quelques jeux de rôle avec Ghislain qui ne s'exprime pas et dit pas d'avis, machin. Peut-être que ça cache un problème de sûreté psychologique et que cette personne-là ne se sent pas en confiance ou en sécurité pour s'exprimer. Donc là, c'est aussi être vigilant par rapport à un manque de sécurité psychologique. Et donc il y a des outils qui existent autour de ça pour instaurer remettre un peu en place de la sécurité. Et travailler sur les soft skills, tout simplement. C'est que de plus en plus, les entreprises mettent en avant des formations autour des humanités, des soft skills. Tout ça, ça permet en fait de sensibiliser les gens à c'est quoi ma place en tant qu'individu dans le collectif, comment j'interagis avec les autres. Et du coup, ça fait le lien avec le dernier. Et le dernier slide, un petit peu sur tout ce qui concerne un peu le collectif. En effet, un collectif, c'est pas forcément qu'un ensemble d'individus. Justement, créer cette cohésion. Pour ceux qui sont peut-être de Paris, on voit bien que c'est pas en mettant des stars au PSG qu'on arrive à faire une grande équipe. C'est pareil, dans une équipe pour faire du développement, finalement, un collectif, c'est pas la somme des individus. Il faut arriver à créer des interactions et des liens d'affinité entre les personnes pour générer justement de l'engagement. Être soudé et de répondre, pouvoir adresser des objectifs collectifs, c'est pas facile. Il y a aussi le lien vers les personnalités fortes avec évidemment un renforcement par rapport aux biais par exemple, etc. Les biais qui peuvent justement aussi nous impacter en tant qu'individus. Ça c'est des facteurs et des problématiques qu'on a rencontrées dans nos équipes. Et puis aussi, ça rejoint un peu le premier, mais cette cohésion d'équipe qui fait qu'on forme une équipe et qu'on n'est pas la somme des individus. Les solutions qu'on a identifiées pour faire face à ça, finalement, c'est de construire un groupe soudé. Donc, c'est de travailler ensemble un petit peu sur notre but et notre raison d'être en tant d'équipe. Donc, des outils comme le Team Canva, construire une charte d'équipe, etc. Quelles sont nos attentes, qu'est-ce qui nous motive, quelles sont les règles qu'on veut mettre au sein de l'équipe, le soutien, l'entraide, tout ça, c'est des choses qui doivent être dites. En fait, il n'y a pas de choses qui ne font pas de sens à être partagées, en fait. Se dire on doit se soutenir les uns les autres. Finalement, il faut se le dire parce que l'agilité, finalement, c'est quoi? C'est des principes de bon sens. Finalement, se rappeler ce genre de principe qu'on doit se soutenir, qu'on est une équipe, qu'on s'entraide et qu'on peut s'appeler les uns les autres. C'est ce qui permet aussi de construire le collectif. Apprendre à interagir ensemble. Donc ça, c'était dans l'exemple sur la rétrospective, où celui qui se prenait pour le roi des développeurs, pour une rockstar. Bien maîtriser l'art du feedback ou du feed-forward aussi. C'est aussi quelque chose qui permet d'avoir des bonnes interactions saines et bienveillantes entre nous. Évidemment, si on se fout sur la tronche, on va peut-être pas toujours très bien réagir. Donc, il faut savoir se parler aussi. On a des choses difficiles à partager. Il faut être courageux et savoir se dire les choses, c'est très bien. Il y a aussi la CNV pour la communication non violente. Très intéressant aussi de savoir exprimer ce qu'on ressent pour justement pouvoir, et puis surtout exprimer ce qu'on ressent. Et ça peut pas être débattu, ce genre. Ce qu'on ressent, moi ça m'a blessé et les autres peuvent pas aller à l'encontre de ça.
Voilà, développer le collectif avec aussi en célébrant les réussites. Voilà, il n'y a pas que les mauvais moments, il y a aussi tout ce qu'on fait de bien et c'est des éléments qui sont rassemblants pour les équipes. Et puis on a toujours aussi besoin d'avoir aussi un bon PO peut-être ou un Scrum Master qui va aussi se positionner en tant que leader et qui va aussi pouvoir créer ce collectif. Voilà, on a besoin d'avoir une direction et puis d'être motivé par un sens, un pourquoi, une raison d'être et des objectifs. Donc travailler avec le team building, c'est bien aussi de s'en faire de temps en temps. Il ne faut pas qu'on oublie aussi, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et ça nous amène alors ça vous amène à l'étape ultime. La question fatidique, qui va un petit peu clôturer notre discussion, en tout cas notre sujet d'aujourd'hui, c'est selon vous, est-ce que Gérard Scrum est-il coupable de tous ces maux? Oui ou non? Alors, ceux qui sont plutôt pour est-ce qu'il est coupable, levez la main, dites oui. Enfin, si vous êtes pour un oui, levez la main. Personne? Ah, merci. Ah, une personne au moins. Et ceux qui sont pour plutôt Scrum, pas coupables de tous ces maux. Ok. Bon, ça va, je me sens moi seul aussi. Merci pour le contre-avis. Alors du coup, on va partager un petit peu nos convictions, voir un petit peu. Alors, le oui et le non, parce qu'il y a un peu de oui et un peu de non malgré tout. Alors moi, c'est plutôt un non, même si c'est pas un non franc et indiscutable. Il y a clairement un souci par rapport à l'effet de mode de Scrum. Je pense qu'on a tous vécu, tous connu des projets transformés, qui subissent des transformations à grande échelle et chaque projet passe en mode produit, en Scrum par défaut, sans même se poser la question si c'est Scrum ou pas. Et on ne se pose même plus la question, on passe en Scrum aujourd'hui. C'est presque l'industrialisation de Scrum. Et ce qu'on a constaté et ce qu'on constate encore, c'est que en fait, les prérequis, les fondamentaux ne sont pas présents. Donc on passe en Scrum, on dit qu'on fait du Scrum, mais en fait, toute la partie, les fondamentaux, les piliers ne sont pas là. Des exemples, on va dire, frappants, c'est le cloisonnement entre les équipes et le métier. Moi, j'ai vu des projets où clairement, le métier, il ne parle jamais. Alors, au PO, il parle au PO quand il y a besoin, quand il y a un problème, mais sinon, il n'y a jamais d'interaction avec les équipes. On ne peut pas parler même parfois au métier parce que c'est chasse gardée. Et donc, quand on arrive, on dit on a une review et de toute façon, il n'y a pas les métiers, il n'y a pas les parties prenantes. Des fois, il n'y a pas le PO. On dit à quoi ça sert de faire des reviews? On est tous d'accord. Donc ça, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Et du coup, tout ça, ça entraîne l'effet de à quoi ça sert de faire du Scrum, à quoi ça sert d'aller à cette réunion finalement qui n'apporte aucune valeur. Là, la review, si c'est pour se dire entre nous, on a fait un bon sprint, on a réussi ça, on n'a pas réussi ça, ça ne sert à rien. Donc on est tous d'accord par rapport à ça. Les autres effets, c'est aussi tout ce qui va être indicateur de productivité aussi que les DSI vont vouloir mettre en place. La fameuse vélocité. Qui a jamais entendu parler de l'équipe n'est pas assez productive? Ils sont passés d'une vélocité de 50 à 30 là, depuis 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Scrum Master, tu vas me régler ça? Et donc en fait, voilà, typiquement, on a des transformations agiles, on a des cadres Scrum qui s'appliquent avec des managements qui ne sont pas du tout alignés avec les enjeux et le pourquoi on fait les choses. Et donc, tout ça, ça amène de la confusion, ça amène du bruit et ça amène du contresens en fait. Le contresens, le pourquoi Scrum était prévu. Sans parler de tout ce qui va être effet de surcharge aussi. Le management vient rajouter son coup de pression supplémentaire sur des jalons, sur des aspects budgétaires. Les gars, attention, là on n'a plus de budget pour faire le truc, il va falloir me tailler à la serpe le backlog. Et du coup, au final, on ne parle plus de valeur, on ne parle plus de priorité métier, c'est priorité budget qui vient contraindre encore plus le bousin. Cyril, je te laisse enchaîner sur le... Moi, je me fais plutôt un peu l'avocat du diable. Mais bon, vous allez comprendre que c'est juste pour le jeu de rôle. Scrum, finalement, c'est vrai qu'il définit un petit peu un time boxing fort. Hein, c'est vraiment une contrainte. Ça, on n'est pas censé y déroger. Hein, le time boxing et puis finalement la définition d'objectifs dans le sprint. Et finalement, je pense que ce cadre-là aussi, c'est utilisé par les entreprises de manière à objectiver les équipes et surtout à
toujours avoir une certaine productivité et l'équipe est sous le joug un petit peu de le fait de réussir son sprint et puis d'avoir une coche verte ou une croix rouge à la fin. Voilà, dans la review, hop, on essaye de mettre un bilan. Voilà, est-ce que l'équipe atteint ses objectifs? Certains utilisent mal et donc finalement, je trouve que les outils proposés par Scrum sont mal utilisés, les moyens. Hein, ils sont utilisés afin d'objectiver les équipes et finalement c'est pas ce pourquoi Scrum a été fait, hein, clairement. Voilà, les moyens sont mal utilisés par l'entreprise, vous allez voir, c'est là mon pas de côté, ils sont mal utilisés par l'entreprise et aujourd'hui on objective les équipes très mal sans forcément apporter le sens et finalement c'est ça qui est le plus motivant et engageant, c'est d'avoir un sens à faire les choses, quoi. Donc c'est là où le rôle de Scrum Master est très important finalement. Et il n'a pas forcément toujours conscience de ce rôle-là non plus. Mais voilà, c'est d'aller faire un peu changer les mentalités et la culture. Et qu'on n'est pas avec un PO qui souvent est un peu le client et qui impose un petit peu son sprint backlog et qui n'apporte pas forcément une vision autour du produit avec des éléments qui sont motivants pour les équipes justement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est plus important finalement? C'est plutôt aujourd'hui de créer de la valeur et de la mettre dans les mains des utilisateurs. Est-ce que c'est le fait que ça soit timeboxé à 3 semaines ou à 2 semaines finalement, hein? C'est d'aller tester nos hypothèses de bénéfices sur le terrain avec nos utilisateurs. Et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est de valider nos hypothèses de bénéfices et que ça ait un impact pour les utilisateurs. Voilà. Donc c'est là où Scrum finalement, il mériterait peut-être quelques petites lignes en plus pour aussi expliquer pourquoi il faut bien l'utiliser, ou du moins dans quel travers il ne faut pas tomber. Donc voilà, avec Stéphane, on a envie de finir sur un petit mot de fin. Hein. Oui. Laissez-moi dev. Laissez-moi dev. Laissez-moi dev, pour terminer. finalement. Arrêtez de m'interrompre. Voilà. Et juste pour que vous ayez la photo finale, qui rassemble un peu tout ce qu'on s'est dit, donc on ne va pas répéter, mais c'est la photo finale de tout ce qu'on a dit. Donc globalement, je passe vite, hein, mais le fail fast, learn faster, Cyril et moi on adore ce truc-là. C'est vraiment, il faut se planter, il faut laisser les équipes se planter. Elon Musk l'a fait très très souvent et en fait, quelque part, c'est comme ça qu'on apprend et globalement, le reste, on l'a déjà dit, passer d'une posture d'exécutant à proactif, apprendre à dire non, ça fait écho à une autre conf. Et puis après, les outils, tu les as. On a évoqué durant la présentation, quoi. Voilà, merci. Merci à vous pour votre attention. Est-ce qu'il y a un peu de temps pour les questions-réponses? Il y a des questions, peut-être les reformuler, on n'a pas d'autres micros. Ouais, les enregistrements. très bien. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou est-ce que ça vous fait écho sur des expériences? Des expériences professionnelles de votre côté? Du coup, c'est pas une question, c'est plus ça fait vraiment écho à ce qu'on peut vivre, les travers qu'on peut avoir dans la société où en fait on a envie d'appliquer. Je pense que l'objectif est vraiment le bon. Oui. On a envie de bien l'appliquer et des fois on n'explique pas toujours bien aux équipes de pourquoi on le fait. C'est quoi le sens? Reviens en arrière. Pourquoi on va faire cette méthodologie, etc. Tu vas aller où? Et même si l'intention est louable, des fois les gens ne comprennent pas toujours. Le pourquoi. Ouais. Nous, le pourquoi, c'est le truc essentiel. On est dans tout. Pourquoi on fait cette réunion? Pourquoi on fait Scrum? Et ça, on devrait le rabâcher en permanence. Pourquoi on fait les choses? Le comment, c'est cela. On parle d'outils, on parle de comment on fait. Ça vient après naturellement. Et les gens, après, ils ont compris le pourquoi on fait les choses. Ça permet d'accepter les choses. Et ça permet de mettre tout le monde un peu en branle sur la même direction et de créer ce collectif qui comprend où il va. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un travail. Faut savoir se rappeler les choses, c'est Ouais. ça. C'est ce que le sondage aussi nous mettait aussi en avant, hein, sur la daily, enfin cette réunion quotidienne là qu'on fait tous après machinalement et puis
Et puis on peut en oublier un peu le sens et finalement se poser les trois. Enfin bon, il y a des formats de daily qui ont beaucoup évolué, etc. Et Bah, se de toute poser façon, les trois questions, etc. Mais Le Scrum a arrêté de dire on arrête de poser les 3 questions. oui, voilà. Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu le sujet de la daily, les trois questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je ferai Scrum, aujourd'hui? Scrum, Est-ce que ça, j'ai des ouais. points de blocage? Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est est-ce qu'on avance ensemble sur les objectifs du sprint qui se termine dans 2 semaines? C'est ça le plus important. C'est pas regarder ce qu'on a fait hier, forcément. C'est plutôt, j'espère qu'ils sont déjà au courant, l'équipe, hein, puisque la journée d'hier, elle est terminée. Plutôt se projeter sur le reste à faire et est-ce on va réussir, quoi. Ok. Ouais. Oui. Ce que je trouve qui manque un peu au Scrum, c'est la capacité à sortir du cadre. C'est-à-dire qu'on a un peu en tout temps la tête dans le guidon, on a fait des trucs, mais être en capacité de prendre de la hauteur, à part à la rétro, et dire ok, mais voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça qu'on doit améliorer. Il n'y a pas de. C'est ça le framework, il n'y a pas de réponse, et souvent, mais les gens ils restent tout le temps, c'est ça qu'on a à la veille, c'est qu'en fait on est tout le temps tête baissée. Et donc le temps de se poser, de la respirer, ça peut être un speaking. Qu'est-ce que vous considérez? Alors je reformule la question, je pense, c'est du coup pour que les autres entendent. Tu disais qu'on n'a pas de place pour prendre de la hauteur, c'est ça, pour sortir un peu du cadre, faire un pas de côté un peu, pour répondre à des problématiques aussi, des fois un peu de pragmatisme. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, vraiment. En fait, c'est ce qu'on dit. Il faut être capable de critiquer un peu finalement un cadre et de se dire, on ne peut pas tout faire dans les lignes et il faut savoir être pragmatique parce que vu qu'on n'est pas dans un contexte complexe qui est dicté par une organisation client, par des contraintes métiers, par un PO qui n'est pas à 100%, par un cadre aussi, un contrat, parce qu'on est souvent prestataire pour un client. En fait, tout ça fait que, de toute façon, on n'est pas dans un cadre idéal Scrum, c'est rarement le cas, et donc il faut se dire les choses en disant, soyons pragmatiques au maximum, et qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, qu'est-ce qu'on veut prioriser? C'est quoi? C'est la valeur métier, ok, on est tous en phase là-dessus, on apporte de la valeur au métier, on essaye le plus souvent possible, et comment on y arrive? Si demain on doit faire des délits de 25 minutes et que ça nous fait avancer de la meilleure des façons, allons-y. Enfin, arrêtons de nous dire, voilà, tout n'est pas marqué dans le marbre. Et faut se dire avec le Scrum, ok, on est pragmatique au maximum et on avance main dans la main pour le métier, pour la valeur, pour délivrer de la valeur, quoi. Moi, ce que je dirais pour compléter, c'est qu'en fait, pour moi, il n'y a pas que le temps de la rétrospective où tu prends de la hauteur et où tu te poses des questions. Enfin, l'inspection et l'adaptation, c'est tout le temps dans tous les événements Scrum, en fait. En daily, tu utilises tes artefacts pour inspecter avec transparence, etc. Et en fait, il ne faut pas hésiter à faire des pas de côté dès qu'il y a un truc qui ne marche pas bien. Et pas, voilà. C'est une position qui n'est pas toujours facile en tant que Scrum Master. De temps en temps, on apprend aussi de ses erreurs, on laisse l'équipe se planter pour que les messages passent bien et que les gens réalisent des dysfonctionnements. Mais voilà, l'inspection, elle est en continu en Scrum. Chaque jour, c'est des temps dédiés pour l'inspection et il ne faut pas hésiter à les utiliser en ce sens. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, s'il nous reste une petite dernière question. Petite dernière question. Avec plaisir. Dans un contexte, par exemple, il y a un leader qui est très autoritaire. Comment vous faites des actions concrètes pour transformer l'équipe? Une quoi? Un lead dev qui serait très autoritaire et qui prend un peu le pas. Vous avez parlé dans les... En fait, c'est compliqué. Moi, je l'ai vécu dans le cas d'un lead dev qui était prestataire comme moi et dans le cas d'un lead dev qui était interne. C'est pas simple quand il est interne client, mais malgré tout, il faut arriver à faire comprendre que, en fait, il faut le jouer de façon des fois un peu maligne. Il faut laisser des fois le lead dev prendre les décisions en disant, ok, lead dev, apparemment, comme tu as la science infuse, faut pas le dire comme ça, mais et que tu laisses pas la place aux autres, ok, les autres, finalement, on ne va pas les inviter la prochaine fois. Et puis, tu vas faire tous les tickets, toute la conception technique ou les choix techniques, tu vas les prendre. En fait, il faut un peu exagérer un petit peu cet effet-là, parfois, pour que le lead dev, en fait, il comprenne qu'il doit laisser un peu de place. Parce qu'en fait, ça dépend des personnalités de chacun. Il y a des lead devs qui vont naturellement dire « Ah oui, pardon, je ne me rendais pas compte, effectivement, moi je pensais que on me faisait confiance parce que je connais bien le sujet, mais oui, on te fait confiance, mais il y a des personnes qui à côté vont peut-être dire le truc auquel tu n'as pas pensé, parce que en tant que lead dev,
tu prends pas suffisamment de hauteur souvent. Tu es tellement en maîtrise du sujet qu'en fait, un petit junior ou un stagiaire qui ne connaît pas du tout le sujet, qui va dire « je vais poser une question con ». Vas-y, pose ta question con, au contraire. Comment on va tester ce truc-là après? Le lead dev, il a pensé à comment on va le concevoir, on va l'implémenter, mais comment on va le tester, il n'y a peut-être pas pensé. Et en fait, le lead dev, il va commencer à laisser de la place comme ça, au fur et à mesure. Voilà, il faut la jouer un petit peu fine. C'est pas simple, ça dépend des Il personnalités. faut arriver à travailler sur les postures, en effet, et puis faut réussir aussi à légitimer finalement la parole des autres membres de l'équipe, tu vois, et finalement, avec le Scrum Master, à donner la parole aux autres. Voilà, parce que le lead dev, souvent, il peut être très impliqué, engagé, et puis il prend son rôle à cœur, donc il donne tout ce qu'il a, quoi, voilà. Il a envie de cocher toutes les cases de sa mission, mais c'est aussi voilà, d'aller travailler, de donner la parole aussi à l'équipe, de faire tourner le bâton de parole, je dirais, hein, pour que tout le monde aussi puisse participer, etc. Mais c'est vrai que casser ces postures-là, ça demande un peu de temps. Il faut aussi travailler avec le lead dev personnellement aussi, pour que les choses se disent et puis que lui-même aussi prenne conscience de sa position un petit peu haute et forte peut-être au sein du collectif pour justement que la parole se répartisse. Et un lead dev, il a un rôle aussi de faire monter en compétence aussi les autres. Donc il est là pour que les autres, il n'est pas là pour écraser les autres, il est là aussi pour que les autres puissent prendre de la confiance en essayant de proposer des choses et en donnant leur avis. Donc ça va avec, il va proposer peut-être une connerie, mais on va l'écouter. Et puis peut-être que ça va amener d'autres interrogations. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arriver à faire comprendre à ceux qui ont un peu cette figure d'autorité et pour casser ce biais d'autorité. Ce fameux biais d'autorité où on pense que le lead dev, de toute façon, il a forcément raison et il a souvent raison. Bon. Ok. Bon, Merci bon appétit à beaucoup. vous. Bon appétit, merci.